Bien, nous allons donc démarrer ce conseil municipal. On va commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Donc, au niveau des absents, donc Madame Horry est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Hervé. Monsieur Salle, absent, il a donné son pouvoir à Madame Pétel. Madame Gaucher, absente, a donné son pouvoir à Madame Chevalier. Et Monsieur Houssin est absent, il a donné son pouvoir à Madame Loton. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'erreur particulière. Il nous faut nommer un secrétaire de séance, donc je vous propose de nommer Monsieur Salio comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, s'il y a d'autres volontaires, je suis... Ça, c'est plus jeune. Ah, c'est Renan le plus jeune aujourd'hui? Moi, je veux bien, hein. On va peut-être pas donner les âges aujourd'hui, quoi. Non, on évite. Bon, on reste sur Monsieur Salio, il est d'accord? Oui. Très bien. Avant toute énumération de l'ordre du jour, nous avions une question de la part de l'opposition, enfin plutôt un ensemble de questions, parce que le courrier portait sur plusieurs sujets. Donc, écoutez, je vous invite à lire votre courrier, Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Athanase. Bonsoir. Oui, désolé pour le retard, j'étais juste on time, comme on dit. Monsieur le maire, donc mesdames et messieurs les élus, donc effectivement lors de l'installation de votre équipe au sein des différentes instances communautaires de la métropole, vous avez annoncé votre volonté de rendre régulièrement compte lors des séances du conseil municipal de Bru des sujets et décisions importantes pour notre métropole ainsi que pour notre ville. Malheureusement, donc à ce jour, nous n'avons reçu aucune information en dehors des bilans et rapports concernant cette dite métropole. L'actualité récente nous pousse aujourd'hui à utiliser la procédure stipulée à l'article du CGCT dont nous vous avons fait part afin de vous adresser une question orale que nous souhaitions formuler en vue d'entamer un échange au sein du conseil municipal. Nous avons pris connaissance par le biais de la presse de la décision du groupe Safran d'implanter sa deuxième fonderie de précision près de Bru sur le site de la Jeannet. Cette entreprise prévoit un investissement de 80 millions d'euros pour la construction d'une usine vitrine à Chartres-de-Bretagne, à proximité de notre commune, qui devrait produire des pièces pour les moteurs d'avions civils et militaires dans un premier bâtiment de 10 000 m². Cette initiative de cet industriel Safran d'établir son usine sur l'ancienne friche de l'usine automobile Citroën est une excellente nouvelle pour l'emploi, la diversification et l'enrichissement de nos compétences industrielles ainsi que le développement de notre territoire métropolitain. De nombreux élus se sont exprimés suite à cette annonce, saluant les efforts de l'exécutif métropolitain pour la promotion de ce pôle d'excellence à la Jeannet. Nous nous réjouissons de la volonté de faciliter l'implantation d'acteurs économiques tels que Safran, qui s'engagent dans une transformation profonde de leur mode de production, adoptant des technologies de pointe et utilisant des procédures décarbonées. Ce site deviendra donc une vitrine de l'industrie de demain, résiliente et souveraine. Comme de nombreux élus de la métropole, nous sommes convaincus que pour répondre sur les enjeux de la transition écologique et de la souveraineté économique, nous devons favoriser la production en France. L'arrivée de Safran ouvre de nouvelles perspectives et dessine pour notre métropole de bons espoirs. Donc on veut avoir votre position au moins sur cette future implantation. Très bien. C'était la première question. Alors, si vous souhaitez qu'on aborde les autres. D'accord, non, mais c'est sur la première question. Alors déjà, moi, j'avais quand même noté le point sur votre volonté d'avoir plus d'informations sur les événements métropolitains. On a toujours souhaité l'ouverture, on a toujours été, d'abord on participe à énormément de commissions, vous aussi d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas l'intermédiaire de M. Roulet, qui est également conseiller métropolitain, et donc nous on est dans beaucoup de commissions de la métropole. Donc on a toujours voulu mettre en avance les compétences de la métropole, c'est pas un scoop, on l'a toujours dit, et on informe régulièrement la population, ne serait-ce qu'à travers le Brumag, que j'ai sorti là, celui de mars-avril, donc c'est celui qui vient de sortir, où nous parlons à la fois de la concertation qui a été faite sur le plan local d'urbanisme intercommunal, donc c'est une concertation qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, le 13 février dernier, donc avec un dossier à consulter en ligne sur cette concertation. On a parlé également de la concertation sur la future station d'épuration métropolitaine à Bru,
C'est page 2, hein, c'est juste là. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Donc voilà, des informations sur la métropole. Et puis, on a également aussi 2 pages sur... Donc je le retrouve. Voilà, sur un quartier, Kerlan, une lande en évolution. Donc on y parle de territoire de 165 hectares paysagers où cohabitent 60 entreprises, 16 écoles d'enseignement supérieur et établissements de formation, 7 résidences offrant à plus de 1000 hébergements, et on y indique que le campus est fréquenté par plus de 5000 étudiants et 2100 salariés. Je vous rappelle qu'on n'a pas la compétence sur ces implantations puisque c'est la métropole qui le fait. Mais il n'empêche que ça reste néanmoins un quartier de Kerlan. Et donc, effectivement, on en parle, et on parle des évolutions. Et on fera d'ailleurs un petit point tout à l'heure, parce que la deuxième question, si vous considérez que c'est la deuxième question, c'était sur l'implantation ce qu'on souhaitait faire pour l'implantation des entreprises. Et donc, on en reparlera, parce que ce quartier de Kerlan est un quartier qui est toujours en évolution, et on y participe puisqu'on est aussi au groupe de travail de Kerlan en tant qu'élu brugeois. Et je crois que d'ailleurs un d'entre vous, la minorité, je ne sais plus lequel, Monsieur Roulet peut-être, est également dans ce groupe de travail de Kerlan. Je ne sais plus qui d'entre vous en fait partie. Non. Bon. Donc voilà un petit peu, moi, ce que je pouvais vous dire au sujet de cette information. Maintenant, si vous estimez que c'est pas assez d'informations, c'est votre droit. Nous, on relate régulièrement de ce qui se passe à la métropole. On va régulièrement aux commissions. Les informations sont disponibles en ligne, puisqu'on les met en général soit sur le site de la métropole, ils y sont. Donc voilà, tout un chacun peut aller s'y renseigner. Deuxième, puisque du coup vous m'avez tout de suite parlé de l'implantation de Safran sur le territoire de la Jeannet. Hein. Donc la Jeannet, c'est Chartres de Bretagne. Hein, voilà. Donc ça fait partie évidemment du territoire métropolitain. Donc moi je suis ravi qu'il y ait une telle implantation de Safran. Je veux dire, on ne peut pas être contre le fait d'implanter 200 nouveaux emplois sur notre territoire métropolitain. On ne peut pas être contre, et sans doute plus, puisque évidemment il va y avoir, je pense, des installations de fournisseurs peut-être aussi pour cette usine. En tout cas, ça va faire marcher à la fois les autres entreprises, peut-être des entreprises nouvelles, et puis ça participera aussi au développement de notre métropole, et ça participera aussi à la vie des communes en général, puisque c'est aussi les commerçants qui vont pouvoir en profiter. À partir du moment où il y a plus de population, ça veut dire plus de commerçants qui sont ravis de voir arriver de nouveaux arrivants. Donc de ce côté-là, pas de problème. Du côté de la réindustrialisation, écoutez, moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis comme mes collègues, parce que c'est vrai que malheureusement, depuis des décennies, les différents gouvernements qui ont été en charge de ce pays ont plutôt eu tendance à désindustrialiser notre économie, enfin notre pays, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, des dizaines d'années, la tendance était plutôt de faire fabriquer des produits à l'extérieur de la France pour des raisons tout simplement de coût de la main-d'œuvre. Et puis finalement, il a fallu un petit virus en 2020 pour s'apercevoir qu'on était incapable en France de fabriquer des masques. Donc ça a été le branle-bas combat complet, on était obligé d'en commander en Chine. Comme il n'y avait plus que les Chinois qui en fabriquaient, tout le monde en commandait en même temps. On a passé plusieurs semaines sans les masques. Quand ils sont arrivés en France, il a fallu en plus mettre des gendarmes autour des containers, parce que sinon on se les serait fait voler. Donc voilà, on s'aperçoit maintenant, il est grand temps qu'on s'aperçoive qu'effectivement notre pays était désindustrialisé et qu'on n'a plus notre souveraineté nationale. Donc quand on voit une industrie vouloir s'implanter sur le terrain de la métropole, on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Écoutez, on vous remercie. On est très satisfait du côté de la minorité que ça soit l'emballement général sur cette belle implantation, parce qu'on n'avait pas senti une unanimité au niveau de la majorité métropolitaine dans les commentaires qui sont faits dans la presse. Donc on se réjouit de votre prise de position, monsieur le maire. Merci. Voilà.
Après, pour cette histoire des masques, c'est pas le meilleur exemple, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on les achète de nouveau beaucoup en Chine. Je sais. Malheureusement. Je sais, bah oui, malheureusement. Et malheureusement, on avait encore une entreprise qui en fabriquait en France, et le gouvernement n'en commande toujours pas. C'est pour ça qu'on est très heureux quand on voit la à constance cette, des politiques à accompagner les industriels bien sûr. sur la durée. Voilà. Maintenant, pour cette implantation de la Jeannet, moi j'ai quand même aussi envie de vous poser une question, parce qu'elle est quand même aussi sous-jacente. Donc, quelle est votre position, à vous, sur l'augmentation du trafic aérien qui est prévue, puisque Airbus prévoit une augmentation de trafic de 3,6% sur les années à venir. Et est-ce que vous avez l'impression, si on continue sur cette trajectoire, qu'en 2050, on arrivera à décarboner complètement notre industrie? Voilà, la question, elle est là. Parce que c'est une question nationale, c'est une question européenne, voire internationale, et on aimerait bien avoir votre sentiment là-dessus, parce que nous, notre sentiment, il est assez tranché. Allez-y. Alors, mes compétences d'élu de la ville de Brune ne me permettent pas de m'exprimer trop sur ce qui va se passer au niveau de la décarbonation en 2050, malheureusement. Après, tous les efforts qui sont faits, je pense, aujourd'hui, sont les meilleurs, et ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la séquence, je pense que c'est la séquence temporelle qui n'est pas obligatoirement partagée aujourd'hui, de ceux qui veulent aller très vite, de différencier de ceux qui ont un peu plus la raison de se dire on y va par étape par étape. Je pense que tout le monde est d'accord sur la finalité. Je pense que c'est plus sur la chronologie. Il peut y avoir des différences de point de vue entre les ultras et les modérés. Voilà. Et je pense qu'on est plus dans le camp des modérés que dans les ultras. Voilà. C'est un peu notre position. Très bien. Sur la finalité, tout le monde est d'accord. Bon, monsieur Chevet, si vous voulez bien intervenir sur le sujet. Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être besoin de plus de précision sur ce que vous appelez ultra ou modéré, on pourra peut-être y revenir. C'est un point de vue. C'est un point de vue, tout à fait, mais après, il y a les points de vue, puis je pense qu'il y a aussi les faits, ce que nous disent les faits aujourd'hui. Et vous nous expliquez qu'en tant qu'élu, voilà, vous n'avez pas forcément de position sur ce sujet. Je pense qu'au contraire, qu'en tant qu'élu, on devrait avoir un discours très clair. Il faut avoir les compétences, c'est surtout ça que je voulais dire. Ben, les infos, elles sont disponibles, donc il faudra avoir un discours très clair à porter sur ces sujets-là et comment on peut aborder les questions de la décarbonation. On ne va pas rentrer dans l'état des lieux détaillés aujourd'hui sur le secteur aérien, qui est une industrie de pointe, et vous parliez vous-même d'industrie résiliente, on va le voir. Si on ne traite pas à la fois de la question des innovations techniques, mais aussi de la question de la sobriété des usages, il va y avoir de sérieux défis pour ces industries-là d'un point de vue énergétique. Donc la résilience, c'est aussi de traiter ces deux aspects-là, innovation technique et sobriété des usages, donc réduction du trafic aérien en réalité. Je suis désolé de m'opposer. Je vais vous donner quelques mais quand vous me parlez de lecture, lire un texte scientifique ne me rend pas scientifique. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit c'est un peu le sujet quand même. À la fois faire confiance aux travaux du GIEC et faire confiance aussi aux scénarios qui sont établis. Vous pouvez vous référer aux travaux qui sont faits par le SHIFT ou aux travaux même qui sont faits par l'ADEME. Dans tous les scénarios de décarbonation, on a à la fois les deux composantes, les innovations techniques et la sobriété des usages. Alors l'ennui avec les innovations techniques, c'est qu'aujourd'hui, on en a une partie. Effectivement, Safran contribue à ces innovations-là en réduisant les consommations des moteurs. On sait aussi que malheureusement, en général, ça fait baisser le coût du service et du coup, il y a un effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes à bénéficier du service, qui peut être une bonne chose pour le transport. Mais au final, au global, les augmentations, le bilan carbone continue de se dégrader. Les innovations techniques dont on parle et dont nous parlent les industriels sont les innovations techniques, bien sûr, pour 15, 20, 30 ans. Quand on parle d'avions d'hydrogène, les premiers prototypes, c'est 2035. Vous rajoutez à ça 25 ans en moyenne pour renouvellement des flottes. Des A320 Neo qui consomment 30% de moins qu'il y a 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Oui, avec entre-temps l'augmentation de 45% du trafic. Donc c'est ce que je disais sur l'effet rebond. Et sur l'hydrogène qui est la voie de sortie aujourd'hui qui est annoncée par tous les groupes industriels, ça ne sera pas effectif avant 2050. Et je voudrais juste rappeler ici, c'est important, que le climat de 2050, il ne dépend pas des émissions de 2050, il dépend des émissions d'aujourd'hui, en cumulé, depuis le début de l'ère industrielle jusqu'en 2005. Je ne suis pas expert. Alors ça, il ne faut vraiment pas être expert pour comprendre ça. Et je pense que c'est ce discours-là qu'il faut vraiment porter, il faut être très clair. Non, ce n'est pas un point de vue. Il faut pouvoir expliquer en tant qu'élu représentant de manière très claire que les émissions d'aujourd'hui contribuent aujourd'hui au changement climatique et contribueront au changement climatique de 2050. Et si on reporte ces décisions-là à 2050, il sera trop tard pour... Donc je reviens sur le mur énergétique, vous parliez d'industrie résiliente.
Les scénarios de décarbonation aujourd'hui de l'industrie, si on suit les perspectives d'Airbus à 3,6%, donc par an, ça veut dire doublement du trafic d'ici 2050. De toute façon, on n'aura pas les capacités pour produire l'énergie pour répondre à ça, même si c'est en hydrogène ou en biocarburant. Donc ça, aujourd'hui, les scénarios, c'est ça le mur. Le premier mur pour l'industrie aéronautique, c'est le mur énergétique, d'accord ? Et ensuite, derrière, il y a le mur climatique. Donc il faut de toute façon qu'il y ait un débat qui soit vraiment lucide sur les usages. Et je pense que c'est ça qu'on peut nous appeler aujourd'hui, c'est qu'au moins l'information soit partagée. Je suis content qu'on puisse en discuter ce soir et qu'on puisse discuter sereinement, collectivement, ici, en tant que société, de quels usages on souhaite pour l'avenir, pour que l'industrie et le secteur aérien puissent perdurer, mais de manière modérée, de manière contenue dans un budget carbone contraint. Voilà ce que je voulais juste dire ce soir. Et je pense que quand on parle de cette industrie, c'est difficile de faire l'impasse sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut avoir les deux points de vue. Deux sujets différents. Enfin, j'ai bien compris. Vous parliez vous-même dans votre intervention d'industrie résiliente et de décarbonation des procédés. Oui. C'est la décarbonation des procédés, c'est une toute petite partie du sujet. Ouais. Merci, Monsieur Chauvet. Je vous redonne la parole, Monsieur Athanase. Ah oui, attendez, parce que là, j'ai failli être embrouillé. Donc la deuxième question tournait effectivement dans la continuité de l'implantation et de la dynamique économique sur le territoire. Effectivement, on souhaitait savoir s'il y avait des projets au-delà de la commercialisation de l'éperon qui est en phase finale, sachant qu'il n'y a plus rien à faire non plus sur la Rouadière. Est-ce que nous aimerions être informés des initiatives que vous comptez prendre en tant que premier magistrat de la ville et vice-président de la métropole pour soutenir le développement? Donc, vous avez parlé effectivement sur le campus de Carlin. Moi, pour l'instant, ce que j'ai vu dans les actions prioritaires sur Carlin, ce que nous avons vu, c'est essentiellement autour de remettre plus du logement sur Carlin que de parler du développement économique sur Carlin. Donc ça serait intéressant d'avoir votre vision là-dessus. D'autant que pour ce qui... vous avez parlé des écoles, on a quand même eu quelques échanges de notre côté avec certaines grosses structures, l'ENS pour ne pas les nommer, qui ne se tarissent pas de commentaires et de communication off sur le fait qu'ils seraient en voie de déménagement du campus de Carlin. À moyen terme, on va dire d'ici 1 an, voire 2 ans. Mmh. Donc ça nous intéresserait d'avoir votre position sur ce sujet. Okay. Qu'en est-il du développement économique sur Carlin, voire des autres zones d'activité du territoire brusois? Et puis également ce sujet de développement des écoles qui partirait plutôt sur de la récession que du développement, semble-t-il. Alors on va commencer par les zones d'activité économique. Vous savez que sur Bru, donc il nous reste 2 zones d'activité économique. Vraiment Bru, territoire brusois. Je ne parle pas de la métropole là pour l'instant, c'est les zones de la Massue et les zones de l'éperon. Alors sur les zones de l'éperon, c'est vrai que vous avez raison, c'est quasiment plein. Il nous reste encore un lot, je crois, à vendre. Certains des lots qui ont été vendus, par contre, ne sont pas encore occupés. Faute peut-être problème de commercialisation, mais en tout cas, il reste un seul lot disponible à la vente, puisqu'on a aussi réservé 3 lots, je crois même, pour l'implantation du SDIS. Donc voilà, donc ça c'est prévu et ça nous a permis d'éviter de dépenser trop de sous pour acheter du terrain à Carlin. D'ailleurs, ça correspondait pas aux souhaits du SDIS non plus, parce qu'évidemment, on aurait été obligé de racheter du terrain à la métropole et ça nous aurait coûté plus cher que de les implanter sur la zone de l'éperon. Donc là, de ce côté-là, on a cherché aussi à faire des économies et comme ça correspondait mieux aux souhaits du SDIS, du coup, ils sont venus s'implanter, ils vont s'implanter, donc c'est en cours, hein, c'est en bonne voie. Sur la zone de la Massue et de la Billardet, donc on continue d'accueillir des entreprises. On a le cas des sociétés Polypac et Autovert qui ont démarré la construction de nouveaux bâtiments. Donc ce sont des relocalisations puisqu'ils étaient avant sur les portes de Kerlan et Kerlan. Donc voilà, donc ils vont venir s'implanter sur la zone de la Massue et de la Billardet. En ce qui concerne les zones dédiées aux activités commerciales, là effectivement la zone la plus récente c'est celle de Mons-Roudière que vous avez citée, et là elle est arrivée au terme de sa commercialisation. C'est vous qui l'aviez implantée, hein, cette zone d'activité commerciale, et là il n'est pas prévu d'autres implantations que cette zone commerciale. Dans les perspectives de développement, donc on a effectivement 2 secteurs en particulier, donc le secteur de la Massue qui est en renouvellement urbain. Donc là, il existe un potentiel de 13 hectares de réserve foncière. Cette zone, d'ailleurs, sera proposée comme prioritaire au futur plan local de l'aménagement économique, qui doit être voté là au printemps, à la métropole.
auquel je participe, hein, puisque je suis aussi au comité de pilotage de ce plan local d'activité économique. Donc ce sera un travail de requalification et de densification. Et là, c'est la métropole qui est à la manœuvre, hein, avec évidemment notre suivi, hein, de près, parce que effectivement, il y a des grandes entreprises qui sont implantées là-bas, en particulier des routiers, qui ont beaucoup de foncier. Voilà, et l'idée, c'est effectivement de faire en sorte de densifier ces zones d'activité, parce que vous savez que la Loisanne est passée par là, et donc aujourd'hui, on peut plus se permettre de s'étendre, d'étendre des zones d'activité n'importe comment, en tout cas pas beaucoup moins sur des terres agricoles. Et là, quand je parle de zones d'activité, c'est pas seulement les zones d'activité, c'est aussi les logements, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi les équipements. Donc tout est concerné par la Loisanne. Donc voilà. Donc ce travail sur la massue est en cours et ça va être décliné comme une zone prioritaire. Il y a également aussi, dans cette perspective, la nécessité de développer des outils pour la maîtrise du foncier. Je parle là du bail à construire, qui fonctionne sur le même principe que le bail réel solidaire pour les logements. Et là, ça concernera les entreprises. Donc, dans le futur plan local pour l'aménagement et les entreprises, il y a aussi, il est prévu des bails à construire. C'est-à-dire que, du coup, la puissance publique garde la maîtrise du foncier, reste propriétaire du foncier et propose aux entreprises de s'y implanter. Alors, pas toutes, hein. Il y en a qui voudront, il y en a qui voudront pas. Mais en tout cas, c'est une nouvelle proposition. Ça se fait ailleurs. Je vous invite à aller voir à Chambéry en particulier. Et donc, ça fonctionne bien. Donc, le bail à construire, la métropole resterait propriétaire du foncier, enfin, ou les propriétaires du foncier. Et ce sont les entreprises qui verseraient finalement un loyer pour s'y implanter. Ça a juste l'inconvénient d'écarter toutes les SCPI qui n'investissent pas sur du bail à construire. C'est un peu le retour d'expérience que l'on voit sur d'autres communes. On verra bien, mais en tout cas, il faut expérimenter, il faut essayer. Et ensuite, vous avez parlé de Kerlan. Alors effectivement, il y a bien une implantation de logement qui est prévue dans sa zone sud. Par contre, là, je vais vous parler du secteur nord de Kerlan, puisqu'il y a 21 hectares maintenant qui sont fléchés pour des activités économiques à dominante technique, hein, donc profil techno-tertiaire. Les orientations d'aménagement intègrent autant que possible les enjeux écologiques, hein, avec la production d'ombrières sur les parkings, quand c'est possible, enfin systématiquement, la récupération des eaux pluviales également, de manière à faire en sorte que toute zone qui va être, comment dirais-je, imperméabilisée, puisse quand même participer à la fois à la récupération d'eau et à la fois aussi à la production d'électricité. Dans le Kerlan, dans le secteur sud de Kerlan, donc on aura bien sûr des commerces aussi, en plus des logements. Pardon ? En rez-de-chaussée actif. En rez-de-chaussée, bien sûr, en rez-de-chaussée actif. Pour vous citer quelques exemples de projets d'installation économique prévus sur Kerlan, donc vous avez Primosens qui va construire un nouveau bâtiment pour du tertiaire qui est en instruction et qui va démarrer fin 2024. On a également le groupe Lamotte qui va livrer là en juillet 2024. Ça, ce sont des exemples, hein, c'est pas une... Je peux peut-être vous donner une liste complète, plus complète que ça. Alors, la mode construction, programme résidence apprenti étudiant plus cellule commerciale. Donc ça, c'est en chantier, livraison juillet 2024. On a la SCI Kerlanimo pour l'école de formation EDAGO, l'école de formation des avocats. Là, c'est fini de construire quasiment. Hein, donc voilà. Bon, là, on est sur les écoles. On a une résidence d'apprentis par la Maison des Compagnons qui sortira de terre. On a également un établissement de formation dépendant de l'UIMM, donc l'école supérieure du numérique appliqué qui va se développer sur une surface de 2900 m² pour former justement des techniciens à la cybersécurité en particulier. Des immobiliers de bureau, donc on a la mode constructeur, on a Primosens et on a aussi un autre établissement de formation. Donc vous voyez qu'on n'est pas en
on n'est pas en reste par rapport à cette occupation. Et pour l'instant, je dirais que sur les 21 hectares qui restent, il y a encore bien sûr des lots en vente. Je ne sais même pas si la vente a démarré. Est-ce que, monsieur Joly? Pas encore. Bon, enfin, c'est prévu, puisque, bon, là, en ce moment, on est en train d'étudier les zones humides sur ces secteurs-là, parce qu'il y en a. Donc, il faut aussi qu'on fasse avec les zones humides, ce qui fait qu'il y a certaines parcelles qui vont être modifiées. Donc, on en est encore au stade des parcelles, mais en tout cas, on aura quand même 21 hectares qui vont être fléchés pour des activités économiques. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en reste et qu'il y aura encore du développement économique et des emplois à la clé pour pouvoir faire en sorte que notre territoire soit un territoire accueillant également. Voilà. Monsieur Roulet. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, ce débat est très intéressant puisque vous avez parlé de la loi climat et résilience et du zéro artificialisation nette des sols tout à l'heure. Et c'est vrai que ça ne concerne pas que le logement. Et c'est vrai qu'on a aussi les infrastructures, on a aussi l'activité économique. Et quand on sait que le compteur foncier pour les activités économiques, pour la métropole, pour le Pays de Rennes même, c'est au-delà, c'est 250 hectares sur les 10 ans, la période 2021-2031. Et quand vous annoncez que finalement on a sur Bru plus de 40 hectares en réserve, vous voyez la part qu'on va prendre dans le développement économique du Pays de Rennes. On a cette chance-là d'avoir ces réserves-là, et c'est pour ça que ces hectares-là sont stratégiques. Vous parliez tout à l'heure on parlait tout à l'heure de Safran, et de l'intérêt d'avoir une activité de production industrielle proche de nos territoires, parce que ces emplois-là, contrairement aux emplois tertiaires, ils développent aussi des emplois indirects, entre 3 et 5 par emploi industriel créé, c'est pas rien. Et, vous l'avez dit, les sous-traitants, puis des emplois induits. Et c'est là que notre commune elle est aussi peut-être impactée, sinon intéressée. On va accueillir de nouveaux habitants. Voilà. Donc un emploi industriel, aujourd'hui, ça a plus d'effets mécaniques en termes de création d'emplois et donc d'activité générale que l'emploi tertiaire. Donc c'est pour ça que je dis que ces fameux 45 ou 46 hectares dont vous parlez, ils ont un intérêt stratégique. Parce qu'en fonction des choix qu'on va faire, sur le type d'activité qu'on va autoriser à implanter, on n'aura pas le même effet sur le développement, par exemple, démographique. Voilà, donc je pense que ce débat, il a au moins l'intérêt de pouvoir échanger, d'avoir cette vision qu'on peut retrouver, bien sûr, là où il y a les compétences, c'est-à-dire au niveau de Rennes Métropole, mais c'est important qu'aussi, autour de cette table, de ce conseil, on puisse échanger et confronter aussi nos points de vue. Merci. D'accord, merci. Petite précision quand même, j'ai bien précisé que sur la zone de Kerlan, c'est du techno-tertiaire. Donc ça veut dire qu'effectivement, il est prévu dans les rez-de-chaussée, puisque là aussi, c'est aussi d'essayer d'optimiser le foncier au maximum. Donc au moins dans les rez-de-chaussée, pour certaines parcelles, de pouvoir y installer aussi des zones de production. Donc ça veut dire aussi de l'emploi industriel. Et puis sur les étages supérieurs du tertiaire, comme c'est prévu, donc du tertiaire lié avec l'activité au rez-de-chaussée, sans doute, mais pas que. Voilà. Dans un souci d'optimiser le foncier, parce qu'aujourd'hui on en est là, il faut vraiment optimiser son foncier. Mais en tout cas, sachez bien que sur Kerlan, c'est du techno-tertiaire. Monsieur Chevet. Je voulais faire une information complémentaire qui est sans doute importante aussi, sans peut-être anticiper, parce qu'on pensait en échanger en commission aménagement. On parle du PLAE, et effectivement, monsieur le maire a cité les zones qui sont amenées à se densifier, à évoluer. Il y a une zone qui n'apparaît pas dans les perspectives, c'est le chêne D. Monsieur Roulet, je suis ravi que vous nous parliez de sobriété foncière. Pour revenir sur le projet du chêne D, donc c'est un projet qui était sur les rails en 2019. Une réunion publique s'était tenue pour informer sur les 48 hectares qui étaient prévus au chêne D pour accueillir l'activité économique, accueillir aussi la station d'épuration au sud de la zone. Donc c'est 40 hectares pour les activités économiques qui était prévu.
Quand on est arrivé en fonction, la déclaration d'utilité publique le dossier était prêt à être déposé en préfecture. On a souhaité réévaluer la nature de ce projet-là, en tout cas les objectifs de ce projet à notre arrivée. C'est un travail qu'on a mené effectivement avec nos collègues à la métropole. C'est vraiment un travail de qualité, je tiens vraiment à le rappeler ici. La collaboration sur ces sujets-là a été très constructive et ça a permis justement aussi d'affiner les orientations du PLAE qui seront présentées en conseil. Je ne dis pas, mais en tout cas, je vais expliquer les enjeux que nous, on a retenus et qu'on a défendus, si vous voulez bien. Très bien, donc on voit que les enjeux ont changé, je suis content de l'apprendre. Les enjeux qu'on a retenus, en tout cas, pour mener ce travail, on a retenu 2 enjeux, bien sûr. C'est effectivement limiter au strict minimum l'artificialisation des terres agricoles et espaces naturels, en investissant en priorité sur le renouvellement et la densification des zones existantes. C'est une des orientations principales du PLAE qui sera retenue. Il y a la question de curseur, où est-ce qu'on met le curseur entre la densification et les créations de zones ou les extensions. Ça, c'est le détail du PLAE. Et je vous renvoie vers les infos qui seront partagées en conseil métropolitain. Et l'autre objectif, concernant notamment le CHND, c'est la question du transport routier et comment on peut aider à le contenir et à le réduire, un transport routier par camion notamment sur les activités économiques, au profit du fret ferroviaire notamment. On voit qu'à la Jeannet, il y a un potentiel ferroviaire qui est important. À contrario au CHND, de par son emplacement et sa conception, on était évidemment sur le transport routier principalement. C'est un des points noirs de ce projet qui était sur la D34, qui est un des axes les plus chargés de la métropole aujourd'hui. Et donc créer une zone de 40 hectares d'activité économique serait venu rajouter énormément de trafic sur cet axe, sachant que c'est un secteur qui n'était pas prévu pour être desservi par les transports en commun. Le train-bus, au mieux, aurait été à Kerlan. Donc on avait un vrai enjeu sur la question du transport autour de cette zone. Et donc une vraie difficulté. Mais conceptuellement, il y avait un autre défi, qui était que de créer une zone de 40 hectares, et comme ça a été précisé par M. Roulet, ça aurait été une des zones les plus importantes probablement en création sur la métropole. Comment on peut à la fois créer une zone en expliquant qu'il faut densifier le reste, c'est-à-dire qu'on aurait fait un appel d'air énorme continuer à faire comme on faisait avant, c'est-à-dire créer des zones sur 40 hectares, tout en expliquant qu'il faut trouver les moyens pour aller densifier. Ça nous paraissait absolument contradictoire de dire qu'il faut absolument engager les changements sur notre façon de faire, on ne peut pas le faire en continuant à faire comme avant. C'était un peu notre position de principe là-dessus. Et puis bien sûr, l'enjeu principal qui est celui du zéro artificialisation nette. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais je pense que c'est important qu'on ait bien ça en tête sur pourquoi le ZAN. C'est d'abord sur les questions de biodiversité, pour éviter de continuer à fracturer les habitats, et puis aussi sur préserver des terres agricoles qui vont être absolument utiles dans les années à venir, parce qu'il y a tous les défis sur la transition alimentaire, et on ne peut pas aller artificialiser 40 hectares sans avoir ça en tête. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, mais donc clairement, nos orientations, donc, vous l'avez compris, on a été défavorable à ce projet. Il n'a pas été retenu effectivement dans les zones en extension. Donc aujourd'hui, voilà, le zone du CHND, ce projet est abandonné. On a aussi travaillé avec la métropole pour pouvoir déplacer la steppe, et éviter d'avoir une steppe qui soit isolée, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on l'a créée en continuité de la zone qui est déjà artificialisée aujourd'hui sur les portes de Kerlan. Donc c'est ce travail de la métropole qui nous a permis d'ajuster ce projet. Voilà, je pense que c'est une information importante. Tous les éléments seront donnés aussi dans le cadre du PLAE. Voilà. En tout cas, on peut bien sûr en débattre ce soir. Merci, M. Chevet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Non? Pas d'autres interventions? Très bien. Écoutez, on va reprendre le cours normal de notre séance de ce soir. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance, celle du 19 février 2024, qui a accompagné la convocation. Est-ce que vous avez des remarques éventuelles sur ce procès-verbal? Pas de remarques? Donc ce procès-verbal est approuvé, merci. Donc la première délégation concerne la désignation d'un délégué au syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique, suite à une démission d'un membre. Et là, je vais donner la parole à Madame Durand. Oui, avant la lecture de la délibération, je souhaite dire un petit mot. Après 4 années de présidence au syndicat intercommunal Musique sur Rive-Sud, j'ai pris la décision d'arrêter cette mission. J'ai mené cette responsabilité avec passion
et conviction, et avec le souci de développer la musique sur tout le territoire et pour le plus grand nombre. Cela est passé par une meilleure répartition des actions musicales au sein de l'intercommunalité, l'accentuation du programme musique à l'école, des partenariats, des pratiques collectives et la mise en place d'une saison culturelle. Les relations ont été fluides au sein du bureau syndical, du comité syndical, et grâce à la cohésion intercommunale, nous avons pu avancer et gérer les troubles financiers de l'an dernier. Je souhaite aujourd'hui me consacrer totalement à ma mission d'élu sur la ville et d'adjointe à la vie culturelle. Je resterai attentive à l'école de musique en tant qu'acteur et partenaire culturel de notre ville. Bertrand Leroy a accepté de me remplacer en tant que délégué syndical. Je tiens à le remercier vivement d'avoir accepté de me remplacer sur cette délégation. Le prochain comité syndical du 3 avril nommera le futur président ou la future présidente. Voilà, merci. Merci Madame Durand, et permettez-moi de vous remercier pour tout le travail accompli pendant ces 4 années. Je sais si ça n'a pas été facile, donc voilà, je voulais vous dire toute ma sympathie et puis mes remerciements au nom de toute l'équipe municipale. Bien, donc, vous l'avez compris, il s'agit d'élire un membre qui va remplacer au sein du syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique. Donc, effectivement, Madame Durand a envoyé au préfet le 28 février sa lettre de démission et elle a reçu son acceptation, contrairement à ce qui est mis dans la délibération là. Ah pardon, ça a été modifié sur la... Ok, très bien. Donc, oui, donc l'acceptation de la démission a été reçue le 15 mars 2024. C'est pour ça qu'on a modifié les dates sur vous n'avez peut-être pas la date dans la convocation, mais on l'a reçue le 15, donc c'était pas postérieur à l'envoi de la convocation et donc de l'ordre du jour. Donc voilà, donc on a la possibilité donc d'élire 3 délégués au syndicat intercommunal de Rive-Sud. Ça c'est la délibération du 20 juin du 8 juin 2020 pardon, qui avait été prise. Donc vu la démission de Marie-Pierre Durand, il vous est proposé de désigner pour nous représenter au comité syndical Monsieur Bertrand Leroy, qui s'est donc présenté pour lui succéder. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Monsieur Roulet ? Alors, ce n'était pas proprement parler une question, c'était surtout pour adresser, au nom des élus de la minorité, tous nos remerciements, Mme Durand, pour le travail accompli et son engagement au service des Bruzois tout au long de ces années, dans des périodes qui n'étaient pas forcément faciles, avec le Covid et bien d'autres soucis. Donc, merci à vous. Et voilà, nous ne prendrons pas part au vote, il s'agit de désignation de la part de votre gouvernance, donc nous, on ne prendra pas part au vote. Très bien, c'est noté. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention ou pas de vote? C'est prévu ça dans le... Oui? Bon, pas de part au vote alors. Donc la proposition est adoptée, moins 7 voix. Je passe maintenant à la délibération numéro 2. Les finances, convention des jardins familiaux, Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le maire. Donc, la première délibération donc, concernant les finances est à propos de la convention donc, avec les jardins familiaux et la ville de Bru. Donc, c'est une convention donc, qui est valable pour 3 ans, dont la précédente est arrivée à échéance le 31 décembre 2023. Et celle-là donc, court à partir depuis le 1er janvier. Avec un loyer pour ces jardins familiaux donc, qui est remis à jour au 1er janvier de chaque année. Donc, pour cette année, il est de 59 centimes par mètre carré. Et donc, la convention est renouvelée pour 3 ans. Donc, je vous demanderai de bien vouloir accepter les termes de la convention avec l'association des jardins familiaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, donc les finances toujours, octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2024. Monsieur Leroy.
Oui, merci. Donc, garantie à première demande. Donc, c'est une délibération qu'on passe tous les ans. Hein. Donc, la ville a adhéré au groupe Agence France Locale donc le 27 juin 2022. Donc, depuis, on renouvelle cette garantie en chaque début d'année. Donc, pour 2024, donc, je rappelle qu'on n'a pas de prêt en cours et on n'a pas de prêt de prévu pour cette année, mais il faut quand même signer cette garantie. Donc, je vous demanderai de bien vouloir décider l'octroi de la garantie de la ville de Bru à l'agence France Locale, d'autoriser Monsieur le maire à signer le ou les engagements éventuels de l'année 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc, je passe au vote. Qui vote contre? 7 votes contre. Monsieur Athanas, j'attendais votre bras levé, mais il est bien levé. Très bien. C'est vu. 7 votes contre. Et donc, la proposition est adoptée, moins 7 voix. La délibération numéro 4 concerne les finances toujours. C'est le rapport sur l'utilisation de la DSU, la dotation de solidarité urbaine 2023. Monsieur Leroy. Oui, donc là encore une délibération qui a lieu tous les ans. Donc en 2023, la ville a touché 572 759 € au titre de la DSU pour des dépenses qui sont intervenues, donc des dépenses de fonctionnement qui seraient intervenues à hauteur de 2 121 284 €, soit un taux de couverture de 27%. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver donc le rapport sur l'utilisation de cette DSU dont les chiffres sont affichés donc sous cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On va parler maintenant toujours de finances avec la présentation du rapport d'activité 2022 du syndicat de la Contrie. Et là, je passe la parole à Monsieur Kermarek, dès qu'il sera présent. Ah, ben voilà. On a retrouvé le rapport. Merci, Monsieur Kermarek. Du rapport d'activité du syndicat de la Contrie pour l'année 2022. Donc, une année, la première année, on dirait, post-Covid. Et donc, qui a vu, bon, je sais pas, vous avez eu l'occasion de le consulter, qui a eu donc, qui a vu une fréquentation réaugmentée après les années 2020 et 2021, qui avaient été très difficiles. Bon. Donc, on a eu quasiment 210 000 entrées cette année-là. Et donc, comme il vous est indiqué dans le rapport, un peu plus loin, donc on a eu, pour ce qui concerne néanmoins les comptes administratifs, des difficultés, puisque si le résultat de fonctionnement a été de 223 000 €, le résultat d'investissement, lui, était de moins 340 000 €, auquel il fallait ajouter un déficit d'exercice d'une reprise de celui de 2021. Donc, un global de moins 243 000 717 € sur le compte administratif de 2022. Pour rappel, le syndicat avait décidé en 2015 ou 2017, M. Saulnier saura me dire, de construire un nouveau bassin pour faire face à la fois à l'augmentation de la fréquentation et pour offrir un petit peu plus aussi de diversité dans les activités, avait donc décidé de construire un
un bassin nordique, donc extérieur, et puis d'aménager un espace bien-être, ce qui, malheureusement, deux équipements qui ont ouvert ou qui étaient prêts à ouvrir juste au moment où est arrivée la crise du Covid. Et donc, c'est essentiellement ça qui a plombé les finances, avec évidemment le fait aussi que il a fallu continuer de rémunérer les personnels qui étaient évidemment employés au syndicat, et que, comme on sait, le syndicat, il a un but unique, et donc deux sources de recettes, les entrées et les participations communales, ce qui fait qu'on a été obligé naturellement de solliciter un petit peu plus les communes, et quand je dis un petit peu plus, c'est largement plus, puisqu'on atteint l'année dernière 1 million, au lieu des 640 000 qui avaient été actés pendant les quelques années précédentes, sachant quand même que pendant ces années-là, on n'a jamais pris en compte l'augmentation de l'inflation, et que la cotisation avait même baissé, puisqu'elle était de 650 000 euros initialement, et qui était passée à 649 000 euros. Donc il a donc fallu pour cette année-là, à la fois pour les communes, verser la participation habituelle sur les 640 000 euros, et une participation supplémentaire de 250 000 euros, sachant que globalement, Bru à chaque est tributaire ou participe à hauteur de 25% globalement du financement, sachant que là aussi, Bru a à peu près 25% de la fréquentation des membres qui appartiennent au syndicat, enfin des usagers du syndicat, sachant que les usagers du syndicat prennent à peu près la moitié de la fréquentation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Voilà, c'est le rapport. En plus, c'est 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an. On sait qu'on a eu des difficultés pour le construire, parce qu'on a aussi des difficultés de personnel. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant dans cette assemblée, et que par exemple, le directeur aujourd'hui est absent depuis 3 mois, et que ça met en difficulté une partie du personnel, voire l'ensemble de l'établissement. Voilà, donc on vous demande de prendre acte du rapport d'activité 2022. On en a déjà parlé en d'autres lieux, sachant que si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, et puis sur peut-être des questions qui dépassent le cadre de cette année-là. Merci. Monsieur Saunier. Oui. Merci, Monsieur Kermarek, pour cette présentation rapide. Donc, on a pris soin de prendre connaissance de ce rapport. Juste avant de commencer, on n'avait pas eu de présentation du rapport de 2021. Je crois bien que non. D'accord. Et je ne sais pas s'il y en a eu un de fait, pour être tout à fait transparent. Mais je vais me renseigner. Je n'ai pas souvenance de ça. S'il y en a un, on vous le transmettra. Merci. Je pense qu'il sera inutile de le repasser. Non, exactement. Mais bon, pour la comparaison, c'était... C'est-à-dire qu'en fait, les comparaisons qui sont faites là, elles ont écarté les années 2020 et 2021 parce qu'elles n'étaient pas significatives sur le fonctionnement habituel de l'établissement. Et donc on se rapporte à 2019, bien sûr, précisément parce que 2020 et 2021 ont été les années Covid. Ouais. Juste, effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur Kermarek, en 2015, on a pris la décision de rénover cette structure qui, si on n'avait pas créé de bassins supplémentaires ou de structures d'accueil permettant de renouveler l'offre auprès des habitants, je pense que la situation actuelle serait encore plus compliquée.
unanimement, le syndicat avait reconnu l'intérêt de créer un bassin et puis des activités annexes permettant de mieux répondre aux besoins, compte tenu en particulier de structures qui s'annonçaient. Je pense à Bain-de-Bretagne. À l'époque, on parlait peu, mais un tout petit peu de Guichen. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on l'a fait, où on n'est pas, oui, sans ignorer les difficultés que le Covid a générées et cette période très compliquée a fait peser au syndicat, avec derrière, comme vous l'avez dit, uniquement un financement de ce syndicat sur des recettes d'une part, ou les contributions des collectivités. Cette contribution des collectivités sur comment dire, sur le précédent mandat avait volontairement été gelé compte tenu des contextes et puis des volontés des communes de ne pas aller davantage. L'idée étant plutôt d'aller chercher des économies sur d'autres actions. Et je pense qu'on a été jusqu'au bout du système avec l'équipe, enfin le directeur qui était en place. Maintenant, il y a différentes questions qui peuvent se poser sur la présentation que vous nous avez faite, ou en tous les cas de la lecture. Juste la tendance que l'on a pour 2023, puisqu'on est déjà, là on présente le rapport de 2022, on est en 2024, la tendance que l'on a, quelle est-elle? Ce serait la première question, et quelle est la situation financière du syndicat? Quel plan d'action allez-vous mettre en place pour dynamiser l'activité La Contrie? C'est une des questions, et j'ai pas dit que c'était simple, parce que c'est complexe de faire venir et puis de faire connaître, surtout dans un contexte où des offres vont s'ouvrir sur le territoire, tout à proximité. Et puis dans le contexte que l'on connaît, que M. Leroy connaît bien, de situation financière tendue pour les collectivités. Comment est-ce que vous allez apprécier la contribution des communes? J'ai entendu, et vous l'aviez évoqué en commission, la volonté de revisiter les critères de calcul des contributions. On avait l'habitude d'être à 160 000 en vitesse de croisière. On a eu les 2 années particulières. Est-ce qu'on est dans une perspective d'augmentation? C'est un élément que je souhaitais avoir. Et puis enfin, je voudrais juste comprendre, M. Kermarek, sur la présentation. Je vois que dans le rapport, on note entre 2022 et 2019, moins 30 000 euros de consommation sur le bois. Voilà, c'est juste ça. Alors, tout d'abord, je ne voudrais pas qu'il y ait de mépris sur mes propos. Hein. Il ne s'agissait pas d'une critique du choix pour le coup, de je crois qu'on était consensuel de la construction du bassin nordique et du bien-être. Il s'agit simplement d'une explication. Je pense que on s'est jamais rencontré. Les rôles ont été inversés à l'époque. On aurait aussi choisi de bâtir ces équipes. Bon, je regrette juste qu'on ne s'est jamais rencontré à l'espace bien-être, M. Kermarek. Ben non, mais parce que moi ça va, merci. Mais Jura, si ça peut vous... J'en serais ravi. On peut sortir si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, sur les résultats, alors, faudrait pas qu'ils apparaissent maintenant. C'est un petit peu, puisque on a le comité syndical la semaine prochaine, et que donc les chiffres du compte administratif et du budget principal seront dévoilés à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu difficile d'en parler là. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que ce qui a été fait au cours de l'année 2023, notamment, c'est la renégociation de prêts. Et donc le décalage dans le temps de du remboursement, et qu'en conséquence, le compte administratif du budget 2023 est plutôt satisfaisant. Voilà. Je vais pas aller au-delà. On en reparlera à la prochaine commission, une fois qu'on en aura débattu au sein du syndicat. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à partir du moment où on a fait
ce décalage. On a aussi, pour rappel, contracté auprès des communes un prêt de 225 000 euros en 2025, et la commune de Chartres elle-même a fait un prêt de 300 000 euros en 2020, et pour l'instant, elle ne facture pas les interventions de ces services dans la piscine. Il faudra un jour que ça réapparaisse. Voilà. Pour ce qui est de 2024, on s'oriente vers un exercice qui ne sera pas non plus des plus simples, puisque ce qu'on a décalé d'un an, faut le rattraper. Hein. Donc on va avoir des participations qui ne vont pas être en baisse probablement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que aujourd'hui, dans les derniers mois, on dépasse globalement ce qui était, les recettes de l'année 2019. Et donc, on repart vers une situation beaucoup plus favorable, même si, en effet, on pourrait avoir la concurrence des autres, des deux établissements qui vont ouvrir près de chez nous. Malgré tout, ça reste un équipement de proximité pour une grande partie d'entre nous, et on a bon espoir que ça continue de s'améliorer. On a aussi de plus en plus d'établissements scolaires qui fréquentent les locaux, compte tenu évidemment des nouveaux plans de l'éducation nationale. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire, sinon que on fait aussi énormément je ne vais pas dire qu'on fait des économies, mais on est très attentif à toutes les dépenses d'investissement, et qu'il y en a très peu qui sont faites en ce moment. Cette année, malgré tout, il faudra refaire l'ascenseur. Si vous fréquentez l'établissement, vous avez bien vu dans quel état il se trouve. Il est rouillé, donc il faudra faire ça. Donc après, c'est vrai que on a aussi le souci de favoriser les conditions de travail des agents, et que pour ça, on va probablement... je m'arrête là. On en parlera aussi. On en parlera une fois qu'on en aura débattu et qu'on aura voté le budget au Conseil. Sachez que, puisque vous parliez du bien-être tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui progresse, et on a plutôt, la fréquentation de l'espace augmente, et puis on est assez confiant. Ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est que malgré toutes les difficultés qui ont été celles du syndicat, si nous n'avions pas eu ce chauffage au bois, et qu'il avait fallu chauffer au gaz, là, et d'autres établissements en ont beaucoup pâti, là ça aurait été beaucoup plus difficile. La seule chose, c'est que on a des besoins en électricité, que l'électricité, notamment pour tout ce qui est du brassage et de brassage de l'air, et ça, on ne peut pas le faire avec le bois pour l'instant. Peut-être que certaines techniques qu'on observe habituellement qu'on observe plutôt de près, pourront amener un changement de ce côté-là. Et j'ai oublié de vous dire aussi que dans l'année 2022, toutes les canalisations ont été isolées, et ce gratuitement, puisqu'on a profité des dispositifs, en gros du payeur pollueur, quoi. Voilà, c'est ça, le C2E. Merci, Monsieur Kermarek. Oui, Monsieur Saunier. J'ai juste, Monsieur le maire, une petite question. Est-ce que la mise en place d'une délégation de service public pourrait faire partie de solutions? En particulier, je pense à des activités qui sont compliquées, que sont celles du fitness, et puis effectivement aussi tout le bien-être. C'est un sujet sur lequel j'aurais bien aimé vous entendre, Monsieur Kermarek, et pour avoir votre avis.
là-dessus, il y a des pistes, en effet. On regarde s'il n'y a pas possibilité, alors d'une délégation, d'une location, enfin quelque chose qui fasse que sur certaines activités, notamment le fitness, on puisse sous-traiter et pour à la fois sécuriser la recette et puis peut-être aussi faire en sorte que la société qui pourrait le reprendre soit peut-être un peu plus performante que ce qu'on peut faire au sein de la piscine. Voilà. C'est dans les tuyaux, il n'y a pas pour l'instant de conclusion. Voilà. Merci, Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette présentation? Donc là, je vous demande de bien vouloir prendre acte du rapport 2022, donc du syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie. Nous prenons acte. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne l'aménagement et une dénomination. Madame Pinard. Oui, bonsoir. Alors, un permis de construire a été autorisé le 12/11/2019 au ministère des Armées pour la construction de 70 logements individuels, puis transféré le 9/08/2022 à la SAS Nové. Après 2 permis de construire modificatifs autorisés le 28/10/2022 et le 29/03/2023, le chantier a été ouvert le 25 mai 2023. Alors, 3 nouvelles voies sont créées entre l'est de la rue Émile Gernigon et le sud des Ormeaux, conformément au plan annexé. En écho à la destination de ces futurs logements de fonction pour du personnel militaire, les figures féminines suivantes sont proposées comme dénomination. Alors, à chaque fois, on a un libellé en français et un libellé donc en breton. Donc, le libellé en français. La rue Louise de Bettigny. Alors, surnommée la Jeanne d'Arc du Nord, cette espionne française, travaillant pour le compte de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale, contribua à sauver 1 millier de soldats britanniques. Elle décédera dans une prison allemande quelques semaines avant la libération, après 3 ans de martyre. Deuxième rue, la rue Jeanne Boeck, surnommée la plastiqueuse à bicyclette. Cette résistante française, parachutée en 1944, a sillonné la Bretagne à bicyclette pour former les résistants à la fabrication d'explosifs. Elle fut la seule femme instructrice de sabotage de toute la résistance. Et la rue Josiane Sommer, parachutée en 1944, elle fut la plus jeune agent envoyée en France par les services secrets britanniques et la première opératrice radio à réussir à émettre sur une aussi longue période, et ce, malgré les changements de points d'émission dus aux dénonciations. Elle facilitera les opérations de la libération sur 5 départements du Sud-Ouest. Un arrêté de numérotation sera pris dans un second temps afin d'attribuer un numéro de voirie à chacun des 70 lots. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la proposition de création et de dénomination de ces nouvelles voies, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Monsieur Deguerret. Je suppose que ces voies restent du domaine privé. Oui, Derrière, tout à fait, puisque c'est l'armée. C'est l'armée, donc ça ne va pas être rétrocédé. Pas du tout, oui. Ni à nous, ni à la métropole, quoi. Tout à fait. Et justement, par rapport au transfert, on a eu le transfert des voiries là, depuis quelques temps. Ça serait bien qu'on ait un bilan un petit peu de ce qui a été fait depuis que les voiries ont été transférées à la métropole et ce qui est prévu à moyen et court terme sur ce dossier des voiries. Où on en est rentré. Faire un point d'étape. Oui, faire un point d'étape, oui, parce qu'on n'en a jamais trop parlé de ça. Et... On pourra faire ça en commission aménagement. Commission ou en conseil. Alors peut-être pas la prochaine, là, du 28, peut-être. Oui, non, mais ça serait bien qu'on fasse un point d'étape et savoir ce qui est prévu sur le sujet. Pas de souci. C'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne également une dénomination. Madame Pinard. Alors, afin de faciliter l'accès des services de secours, l'allée privée des Bouchamps entre le 37 et le 39 avenue Alphonse Legault va être renommée et renumérotée. En écho aux Jeux Olympiques organisés par la France cette année, il est proposé comme dénomination
Alice Mia. Cette sportive de haut niveau est la première dirigeante du sport féminin mondial. Elle fait de la participation des femmes aux Jeux Olympiques son plus grand combat et devant les multiples refus du Comité international olympique de les intégrer aux compétitions. Elle décide d'organiser des compétitions féminines. Le premier meeting international féminin a lieu à Monte-Carlo en 1921 et la première édition des Jeux mondiaux féminins à Paris en 1922, nommés à l'époque les Jeux olympiques féminins. 4 autres Jeux mondiaux ont été organisés entre 1926 et 1934. À Londres en 1934, l'événement attire plus de 6000 spectateurs chaque jour. Le succès de ces Jeux olympiques féminins est tel que le CIO autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l'olympisme moderne, c'est-à-dire l'athlétisme. Les premières athlètes y participeront à partir des Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. Alice Mia sera d'ailleurs invitée au jury des épreuves d'athlétisme de ces Jeux. Seule femme entourée de nombreux dirigeants masculins. Un arrêté de numérotation sera pris dans un second temps afin d'attribuer un numéro de voirie à chacune des 3 parcelles impactées. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la proposition de création et de dénomination de cette nouvelle voie, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement toujours. Donc là, il s'agit de l'acquisition du portage par l'EPF d'une maison, je suppose, 64 rue Champion de Cissé. Madame Pinard. La ville de Breux a sollicité l'EPF Bretagne pour l'acquisition d'un bien situé au 64 rue Champion de Cissé, cadastré AT 285 et AT 432, constitué d'une maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 525 m² appartenant à monsieur et madame Charpentier. Ce bien est situé dans le périmètre des études préalables à la création d'une ZAC multisite, ainsi que dans le périmètre de création de réserves foncières sur les secteurs des Rosiers, de la Gare et du Grand Paty déclarés d'utilité publique. L'acquisition de ce bien se fait libre de toute occupation et s'effectuera au prix de 265 000 € net vendeur, dont 25 000 € d'indemnité de remploi. Le bien fera l'objet d'une convention d'occupation précaire au bénéfice des vendeurs dans l'attente du début des travaux d'aménagement. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions d'acquisition du bien situé au 64 rue Champion de Cissé via l'EPF et d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Toujours l'aménagement. Donc là, il s'agit d'une convention d'occupation précaire au 58 rue Champion de Cissé. Oui, je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est le 64 parce que c'est la même. C'est le même. C'est la suite, comme on a fait le dernier conseil municipal, c'est à la suite de la délibération que je viens de lire. D'accord. Donc je pense qu'il y a une erreur là. La commune de Breux a sollicité le portage du bien situé au 64 rue Champion de Cissé par l'EPF. Dans le cadre du projet d'aménagement du secteur gare, la commune sera gestionnaire du bien. Conformément à l'article L221-2 du Code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Dans le cadre de l'accord trouvé avec le vendeur occupant de ce bien, une convention d'occupation précaire à titre gratuit va être signée entre la commune et monsieur et madame Charpentier. La convention est conclue jusqu'au début des travaux d'aménagement du secteur, étant précisé qu'il pourrait être mis fin à la convention dans les 6 mois d'une délibération lançant la réalisation d'une nouvelle étude ou de réaménagement urbain, ou dans les 3 mois d'une délibération actant la vente à un promoteur, un constructeur ou un professionnel de l'immobilier. Le locataire pourrait y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et ce, sans que le congé ait besoin d'être motivé.
Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire au profit de Monsieur et Madame Charpentier, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci. Donc vous avez compris qu'il y avait effectivement une erreur dans le titre. C'est bien le 64 rue Champion de Cissé, comme décrit d'ailleurs dans la délibération. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement toujours une convention d'occupation précaire, mais là sur un terrain de rue Émile Gernigon. Alors, Madame Pinard, pardon. C'est toujours en lien avec les travaux là, de l'armée. Donc, le site de l'ancienne usine Maillard a été déconstruit dans les années 2000. Cette entreprise a permis en partie d'augmenter la capacité d'accueil du parking de la gare, la partie haute servant ponctuellement de stockage pour les services techniques municipaux. La société Eiffage réalise des travaux d'aménagement et de construction au niveau de la rue Émile Gernigon. Avec une moyenne haute de 100 personnes par jour sur le chantier, le stationnement du personnel impacte la circulation sur le secteur. La société a donc fait la demande à la ville d'occuper temporairement une partie des parcelles situées aux 2 rues Émile Gernigon. Ce site est en portage métropolitain et en gestion communale. L'entreprise occupera une emprise d'environ 900 mètres carrés, conformément au plan indiqué dans la convention, permettant aux services techniques municipaux de maintenir une partie en occupation propre. L'entreprise s'assurera de la sécurisation du site, qui ne devra être occupé que par ses employés ou prestataires, et ne devra jamais être laissé ouvert au public. La convention est conclue à compter de la signature de l'ensemble des parties jusqu'au 30 avril 2025, étant précisé qu'il pourrait être mis fin à la convention dans les 6 mois d'une délibération lançant la réalisation d'une étude urbaine ou de réaménagement urbain, ou dans les 3 mois d'une délibération actant la vente à un promoteur, un constructeur ou un professionnel de l'immobilier. Le locataire pourra y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et ce, sans que le congé ait besoin d'être motivé. La présente convention étant précaire, elle doit être consentie moyennant une indemnité inférieure à la valeur réelle. Il est proposé une redevance de 9 000 € par an, soit 10,5 € du mètre carré d'emprise, sur la base des prix pratiqués sur le site des anciens services techniques. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les conditions d'occupation précaire d'une partie du site du 2 rue Émile Gernigon au profit de la société Eiffage et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant parler d'éducation et il s'agit du budget des écoles 2024. Monsieur Hervé. Donc une délibération qu'on passe donc tous les ans. Donc là pour le budget des écoles 2024, donc dans le cadre de la compétence des communes en matière de fonctionnement des écoles primaires publiques, la ville de Bru accorde un budget de fonctionnement à chaque école selon les principes suivants. Donc budget de dotation scolaire avec un montant par élève pour 1126 élèves, un montant par classe pour les 50 classes et un montant par école pour les 6 écoles. Et un budget pour les équipements, donc un montant par école pour les 6 écoles, donc réparti en dotation scolaire pour un montant de 59 998 €. Les équipements pour 10 530 €. Et également les autres charges de fonctionnement, principalement les transports qui ont là beaucoup augmenté par rapport à 2023, en particulier à cause de la hausse du carburant, et puis les créneaux piscines qui ont été augmentés avec les actions de l'éducation nationale qui a fait plus d'actions dans les piscines. Donc autres charges de fonctionnement pour un montant de 74 159 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver ces crédits et autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci.
Là, on parle éducation toujours. On parlait d'occasion des classes transplantées pour les écoles de Bru et les projets Sainte-Marie de Pont-Riant pour l'année 2024. Monsieur Hervé. Donc les établissements scolaires de maternelle et élémentaire publics et privés organisent des classes transplantées. Donc classes transplantées, c'est les classes de découverte ou classes de mer. Donc la ville de Bru souhaite soutenir ces projets qui permettent aux enfants de découvrir d'autres lieux, d'autres personnes et d'autres activités, dans un cadre favorisant l'apprentissage de la vie en collectivité. Donc ces expériences éducatives souvent riches viennent compléter et stimuler les apprentissages scolaires classiques. Donc la commission éducation propose de continuer à verser aux écoles qui en feront la demande une subvention équivalente à 20% des frais engagés dans la limite de 7 € par jour et par élève. Donc pour 2024, la commission éducation propose d'attribuer 1134 € à l'école élémentaire Champ-l'Évêque pour un projet de classe de mer à Perros-Guirec, 945 € à l'école élémentaire Jacques Prévert, projet de classe transplantée à Timénez-Ars dans le Finistère. Ces montants pourront être réajustés en fonction du nombre d'enfants réellement présents lors de ces classes transplantées. Donc, par ailleurs, la commission d'éducation propose d'attribuer de 28 € à l'école privée Sainte-Marie de Pont-Riant pour son projet de classe transplantée. Je vous demanderai de bien vouloir approuver ces crédits en faveur de 2 écoles publiques et une école privée. Autorisez Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Madame Chevalier pour le personnel, suppression et création de postes. Oui, merci. Donc cette première délibération vous propose de remplacer un agent qui est sur le départ à la retraite, du coup, dans ses missions de menuisier. En l'occurrence, du coup, on vous propose de supprimer et recréer un poste dans le cadre d'emploi des adjoints techniques à compter du 19 mars 2024, et ce, à temps complet. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire les budgets au budget, les crédits correspondants. Merci. Madame Chevalier, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée, merci. La délibération numéro 14 maintenant, toujours Madame Chevalier, personnel, et encore suppression et création de postes, avec une délibération rectificative cette fois-ci. Madame Chevalier. En effet, du coup, il s'agit d'une coquille qui s'est glissée dans une délibération en juin 2022 et qu'il convient donc de modifier. Cette délibération qui est présentée ce soir vient corriger, du coup, la petite erreur qui s'était glissée. Je vous remercie. Merci Madame Chevalier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. La séance est clôturée. Merci.